Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau. Entre les rupins en voyage et les émigrants et d'autres gens bizarres. Et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela. Un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener simplement sur le pont ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors, il s'immobilisait là, sur place. Et son cœur battait en explosait. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres. Et il criait « L'Amérique !» Puis il restait là sans bouger, comme s'il devait rentrer dans la photo. Avec la tête du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non? Ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là d'écrit. Même tout petit, si tu la regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir au cerveau ou sur la langue. Et puis, dans ce cri, l'Amérique! Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant. Déjà là, tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a raconté ça, c'est Danny Budman-Tidi Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça. Ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Américains. 6 ans sur ce bateau.
5 ou 6 traversées par an d'Europe jusqu'en Amérique et retour, sans cesse à flotter sur l'océan. Quand tu descendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Ah, ça, les chiottes, ils ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi. Jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas, sur le port, je me suis mis sur les rangs. Avec ma trompette. Janvier 1927. Oh, des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. « Oh ben quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz !» Et puis il a fait un drôle de truc avec la bouche. Peut-être un sourire. Il avait une dent en or juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. « Oh, ils en raffolent de cette musique là-haut !» Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes. Et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants. Et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et eux aussi, quelquefois, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu ne peux pas mourir et tu te sens Dieu. Et on leur jouait du ragtime, parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde, sur laquelle Dieu danserait s'il était noir. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore et signori, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis, le monsieur là-bas touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan, donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était à Paris? Vous aviez les créanciers aux fesses. Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée vers l'or. Ah, vous vouliez visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti. Oh, vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes. En ce moment, votre femme est chez les flics. Elle dit, pourtant c'était un type bien, tout à fait normal. 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fils ici, à 300 000 de n'importe quel bon Dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis. Oh, pardonnez-moi, madame, je plaisantais. Ne vous inquiétez pas, ce navire file tel une boule sur le billard de l'océan. Tchac, plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blop dans le trou, New York. Ah, croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Bon, peut-être en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe. Vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage.
un pilote aveugle, un radio qui bégait et qui hélas est manchot, un docteur au nom imprononçable, Klausermann Spitzwegen Dorfentag, pas très pratique en cas d'urgence. Tous réunis sur ce navire et pas de cuisine. L'ingénieur l'ayant conçu étant un anorexique de réputation mondiale. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil, au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Turner. Trombone, Jim Gilbreth Gallup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin au piano, Danny Bunman, Titi Lemon, Novecento. Le plus grand! Et il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à jouer. Ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus, ça n'était plus là, définitivement. Danny Bunman, Titi Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague, il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, tu n'es pas complètement fichu tant qu'il te reste une bonne histoire. Et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire, lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire. Mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. C'est un marin appelé Danny Bunman qu'il avait trouvé. Il le trouva un matin alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas, il restait là, les yeux ouverts, dans sa grande boîte, sans faire de bruit. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette quelque part sur le pont et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère noire.
un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés, chacun avec ses habits qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre bien habillés, avec même une cravate, les hommes. Et les enfants, des genres de chemises blanches. Ah, ça, ils savaient y faire. Hein. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais plus un rideau, plus un drap, rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille. Tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir pour un immigrant. Et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, ils le laissaient sur le bateau, en échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver à ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement, si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. Hein, c'était un bon plan, mais qui marchait à moitié. Hein. Rupin, il ne le fut pas. Hein. Les pianistes, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bon, bref, le vieux Woodman le trouva là, et il chercha quelque chose disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue. T.D. Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron bleu, lui aussi. Danny, c'était un noir de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que TD, ça voulait évidemment dire « Thanks, Danny »,« Merci, Danny ». C'était absurde, mais il y croyait. Ce gosse-là, on l'avait laissé là pour lui. TD, « Thanks, Danny ». Un jour, quelqu'un apportait un journal où il y avait une réclame. Il y a un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines, genre Latin lover, et un citron gros comme ça dessiné. Et ce qu'il y avait décrit à côté, c'était Tano d'amato le roi des citrons, Tano d'amato le citron des rois, Tano d'amato. Le vieux Woodman, il n'a pas fait un pli. Chez qui je pédais, il a dit. Et puis il s'est fait donner le journal parce qu'à côté de la réclame, il y avait le résultat des courses. Ah, il n'y jouait pas aux courses. Hein. C'était les noms des chevaux qui l'intéressaient. Seulement ça, mais c'était une vraie passion. Il te disait toujours, hein, écoute celui-là, écoute, il a couru hier à Cleveland. Écoute, ils l'ont appelé Cherche embrouille. Ah, c'est pas Dieu possible. Et celui-là, regarde, peut mieux faire. Ah, c'est pas crever de rire, non. Il aimait ça, les noms des chevaux. C'était sa passion, quoi. Lequel avait gagné, il s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom. Danny Woodman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Et puis il a ajouté T.D. Lemon. Bah, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton. Parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Ce qui donna Danny Woodman T.D. Lemon. Oh, c'était un beau nom. Hein. Il se l'étudiera un peu, en se le répétant à voix basse. Le vieux Danny et les autres, en bas, dans la salle des machines. Un beau nom, mais il lui manque quelque chose. Hein.
il lui manque un grand final. Ah, c'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter Mordi, dit Sam Stoll, qui était serveur. Tu l'as trouvé un Mordi, t'as qu'à l'appeler Mordi. Danny réfléchit, puis il sourit. Mais c'est une sacrée bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau secte, non? On va l'appeler Novecento 1900. Novecento? Novecento 1900. Mais c'est un chiffre. Mais c'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boudman, T.D. Lemon, Novecento. Oh, c'est parfait. C'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boudman, T.D. Lemon, Novecento. Les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Failanina, failanana, pupo bello dello mare. Inaho. Failanina, failanana, pupo bello dello padre. Ninaho. Failanina, failanana, pupo bello. Danny Boudman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Et puis pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie décrochée. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé de l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny et n'en bougea plus. Il avait une pile de vieux journaux et il passa ces 3 jours en se donnant un mal de chien à lire au vieux Danny qui était en train de casser sa pipe. Tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble, comme Danny lui avait appris. Le doigt posé sur le papier du journal. Les yeux qui ne s'en détachaient pas un instant. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. Et c'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remportée de 2 longueurs par eau potable sur minestrone et de 5 sur fond de teint bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire. Et il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que brusquement Novecento devint orphelin pour la 2e fois. Il avait 8 ans et déjà derrière lui une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre jamais.
Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne avec ses histoires de papier et de visa, ce genre de choses. Si bien que Novecento, lui, il restait à bord, à chaque fois. Et au bout d'un moment, on partait. Mais à dire précisément, Novecento pour le monde, il n'existait même pas. Pas une ville, pas un hôpital, pas une paroisse, pas une prison, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. Ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça, cette histoire, disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Hein. Mais Danny, il avait une réponse qui ne faisait pas un pli. Aucune la loi, il disait. On ne peut plus vraiment discuter à partir de là. Hein. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et il demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. On le chercha dans tout le bateau pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire-là, personne ne la digérait vraiment parce qu'il s'y était habitué finalement à ce gamin sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde et la mer, elle fait ce qu'elle veut. Et si bien que tout le monde avait la mort dans l'âme quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois, au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice. Mais cette fois-là, c'était différent. Ils allaient perdre Novecento. Et c'était pour toujours. Quelque chose leur grignotait le sourire. À eux tous, ça les mordait à l'intérieur. La deuxième nuit de la traversée, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en lui disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Salle de bal des premières, lumière éteinte, silhouette en pyjama debout à l'entrée, passagers tirés de leur cabine, et aussi des marins, et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines, et même Truman, le radio. Silencieux, tous à regarder. Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes. Elle ne touchait même pas le sol. Et aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il jouait je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait. C'était ses mains à lui sur ce clavier, Dieu sait comment. Il fallait entendre ce qui en sortait.
Il y avait une dame en robe de chambre rose, avec des espèces de pinces dans les cheveux. Le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire. Une Américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait de grosses larmes. Ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait et elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit à côté d'elle le commandant bouillant de surprise, alors bouillant littéralement, quand elle le vit à côté d'elle avec un reniflement, la grosse dame, oui, je veux dire, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?» Novecento. Non, pas la chanson, le petit garçon. Novecento. Ah, comme la chanson. C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'il croyait mort non seulement était vivant, mais entre-temps avait appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche avec ses larmes et tutti quanti et traversa toute la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à ce moment-là. Entre autres, où t'as appris, bordel? Et aussi, où diable est-ce que t'étais fourré? Mais, comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu, mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et il lui dit « Au cul, le règlement !» L'océan s'est réveillé. L'océan a déraillé. L'eau explose dans le ciel. Elle explose. Elle dégringole. Arrache les nuages au vent et les étoiles. Il est furieux, l'océan. Il se déchaîne. Mais jusqu'à quand? Personne ne sait. Un jour entier. Ça finira bien par s'arrêter. Maman. Ce truc-là, maman. Tu ne me l'avais pas dit. Dors, mon enfant. Dors. C'est la berceuse de l'océan. L'océan qui te berce. Tu parles qu'il me berce. Il est furieux, l'océan. Partout. L'écume et le cauchemar. Il est fou, l'océan. Aussi loin qu'on peut voir, tout est noir. De grands murs noirs qui déboulent. Et tous, là, tous, la gueule ouverte, en attendant que ça s'arrête, qu'on coule à pic. Je veux pas, maman. Je veux l'eau qui reflète, l'eau qui repose. Arrête-moi, ces murailles absurdes, ces murailles d'eau qui dégringolent. Je veux l'eau que tu connais, je veux la mer, l'océan, la lumière, et les poissons volants dessus qui volent. Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. En pleine nuit, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener. L'océan! À croire que ça s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette histoire de pas compliquer les choses et rester sur sa couchette bien tranquille. Mais moi, je pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Et je voulais pas crever comme un rat. Alors je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes. C'est Machala, sans blague. Bref,
Ça n'a pas fait un pli. À force de me cogner dans tous les coins et de prendre des couloirs au hasard, comme ça se présentait, j'ai fini par me perdre. Ça y était. Ils étaient définitivement fichus. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type tout élégant, habillé de noir, et qui marchait tranquillement. Pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Ah, cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances. Et il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda. Il me sourit. Et il me dit, bien ? Eh ben, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit viens, le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire. Il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était différent. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal. On arrive près du piano. Personne aux environs. Il faisait presque noir. Juste quelques petites lueurs ici et là. Novecento me montra les pieds du piano. Enlève les cales, il me dit. Le bateau dansait que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout. Ça n'avait aucun sens d'enlever ces cales. Si tu as confiance en moi, enlève-les, me dit alors Novecento. Mais il est fou ce type, je pensais. Et je les ai enlevés. Et maintenant, viens t'asseoir ici, me dit encore Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, vraiment. J'y comprenais rien. J'étais là en train de tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. Mais c'était une situation de merde, je vous le jure, dans la tempête jusqu'au cou, avec ce dingue en plus, assis sur son tabouret et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais, me dit le type en souriant. Ok. Tant qu'à être dans la merde, autant en sauter à pieds joints. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret. Ça y est, j'y suis. Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal. Et nous, derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches, il avait l'air ailleurs. Et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, et puis revenait de l'autre, et puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées, et puis un cheveu de la vitre, il s'arrêtait. Il recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait. Et nous avec. Moi, j'y comprenais rien. Mais Novecento, lui, il jouait. Il continuait à jouer. Et il était clair que ce piano, il ne faisait pas que jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez, avec les notes, avec les touches, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il le voulait, ce piano. C'est absurde, mais n'empêche. Et tandis qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et géniaux, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Ah, yes!
Oh, Christ! Novecento m'expliqua que il fallait encore le perfectionner, ce truc. Et je lui ai répondu qu'en fait, il s'agissait seulement de régler les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit « Nous d'un foutu diable tous les deux. Vous descendez illico dans la salle des machines et vous y restez. Sinon je vous tue de mes propres mains. Et que ce soit bien clair, vous paierez tout jusqu'au dernier centime, même si vous deviez travailler toute votre vie. Aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais sillonné l'océan. » Et c'est là, cette nuit-là, dans la salle des machines, que Novecento et moi, on est devenus amis. À la vie, à la mort. Pour toujours. Et notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars, tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, plus on riait. Quand j'y repense, je crois bien que c'était ça, être heureux. Ou du moins, ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je demandais à Novecento si c'était vrai, cette histoire, l'histoire de lui et du bateau. Si c'était vrai qu'il était né dessus, quoi. Et tout le reste, si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu. Et il m'a répondu, oui, mais vraiment. Il avait l'air très sérieux. Ouais, vraiment. Et je ne sais pas, mais à ce moment-là, ce que j'ai senti en moi, pendant un instant, sans le vouloir et sans savoir pourquoi, ça a été un frisson. Et c'était un frisson de peur. De peur. Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait. Et ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, où il s'en allait finalement dans sa tête, pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu, aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, il y avait de la lumière partout. Et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois dans un endroit différent. En plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrive à la taille. Ou dans la plus grande église du monde, à compter les colonnes et à regarder les crucifix bien en face. Il voyageait. Novecento, tu lui disais, une fois j'étais à Paris, et il te demandait si tu avais vu les jardins de machin truc, ou si tu avais dîné à tel endroit. Il savait tout. Lui, il te disait, ce que j'aime moi là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en me baladant sur le pont Neuf. Et quand les péniches passent, m'arrêter et les regarder d'en haut. Et leur faire un signe de la main. Mais tu y es déjà allé à Paris, Novecento? Non. Bah alors? Ah, c'est-à-dire... si. Bah comment ça, si? Paris? Ah, tu pouvais dire qu'il était fou, hein? Mais ça n'était pas si simple. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait et lui volait son âme. Alors ça, c'était un génie, rien à dire. Il savait écouter et il savait lire. Par les livres, ça tout le monde peut.
Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens, les signes que les gens emportent avec eux, les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire écrite sur eux du début à la fin. Et lui, il la lisait. Et avec un soin infini, il cataloguait, il répertoriait, il classait. Chaque jour, il ajoutait un petit quelque chose à cette carte immense qui peu à peu se dessinait dans sa tête. Une immense carte. La carte du monde tout entier, d'un bout jusqu'à l'autre. Une carte merveilleuse. Et ensuite, il voyageait là-dessus comme un dieu, pendant que ses mains se promenaient sur les touches, en caressant les courbes d'un ragtime. Il m'a fallu des années, mais à la fin, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question. Mais nom de Dieu, Novecento, pourquoi tu ne descends jamais? Même une fois, rien qu'une. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux? Pourquoi est-ce que tu restes sur cette prison flottante alors que tu pourrais être sur ton pont neuf à regarder les péniches et le reste? Et tu pourrais faire tout ce que tu veux. Tu joues du piano comme un dieu. Ils seraient tous dingues de toi. Tu te feras un paquet de fric. Tu pourrais te choisir la plus belle maison qui soit. Tu pourrais même t'en faire une en forme de bateau. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais tu la mettrais où tu veux. Mais nom de Dieu, Novecento, tu peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. Le monde est là. Il y a juste cette foutue passerelle à descendre. Qu'est-ce que c'est? Juste quelques petites marches de rien, mais il y a tout, nom de Dieu, au bout de ces quelques marches. Il y a tout. Pourquoi tu continues au lieu de descendre de ce machin au moins une fois, rien qu'une? Novecento, pourquoi tu descends pas? Pourquoi? Pourquoi?
Ce fut durant l'été de 1931, que Jelly Roll Morton monta sur le Virginian, l'inventeur du jazz. C'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours un peu assis de trois quarts, et avec deux mains comme des papillons, ultra légères. Ouais, il avait commencé dans les bordels, à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour, ils ne voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ils voulaient une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits, sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là. Ah, et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginian Novecento, mais pourtant, à sa manière, c'était un personnage célèbre, une petite légende. De drôles d'histoires circulaient, quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson, qui avait fait tout le voyage en 3e classe, parce que c'était là que Novecento jouait quand il ne jouait pas les notes normales, mais les siennes, qui ne l'étaient pas normales. Il y avait un piano là en bas et Novecento y allait l'après-midi ou tard dans la nuit. D'abord, il écoutait. Il demandait aux gens de lui chanter les chansons qu'il connaissait. Parfois, quelqu'un prenait une guitare, un harmonica, n'importe quoi, et se mettait à jouer des musiques venues d'on ne sait où. Et Novecento écoutait. Puis, il commençait à effleurer les touches pendant que les autres chantaient ou jouaient. Il effleurait les touches, et petit à petit, ça devenait une vraie musique. Des sons sortaient du piano et c'était des sons de l'autre monde. Il y avait tout là-dedans. Toutes les musiques de la Terre réunies ensemble. En restait baba. Bref, un jour, quelqu'un alla trouver Jelly Roll Morton et lui dit oh, il y a un type sur ce bateau, au piano, il fait ce qu'il veut. Eh, ce type-là, le jour où il est sain, tu repars jouer dans les bordels. Hein. Aussi vrai que Dieu est vrai, dans les bordels. Il est où ce foutu bateau? Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure, et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des trucs de musiciens. Pas de sang, mais un sacré paquet de haine. Une haine vraie à fleur de peau. Musique. Et alcool. Ça pouvait durer toute la nuit, quelquefois. C'était son idée à Jelly Roll Morton, pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de pianiste sur l'océan. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs s'immobilisèrent. Nous, à l'orchestre, on posa nos instruments. Le barman servit un whisky. Les gens firent silence. Bouge-toi! C'est vous qui avez inventé le jazz, c'est ça? Ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas jouer sans l'océan sous les fesses, c'est ça? Ouais. Les présentations étaient faites. Jelly Roll s'alluma une cigarette, la posa en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Ragtime.
C'était comme une chose qu'on n'aurait jamais entendue avant. Il ne jouait pas, il glissait. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe, ceux où même la dame du vestiaire est belle. Jelly Roll termina en brodant de petites notes invisibles tout là-haut, à la fin du clavier. Comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée, mais avec la cendre encore tout accrochée, comme si elle avait préféré ne pas tomber pour ne pas faire de bruit. À ton tour, marin. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Novecento sourit. Il s'amusait bien sans blague. Il s'assit au piano. Et il fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua « Reviens mon petit canard !» Une chanson d'une imbécilité sans fin. Un truc de môme. Il avait entendu chanter des années auparavant par un émigrant et ça lui était plus sorti de la tête. Il aimait vraiment cette chanson. Je ne sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il l'aimait. Il la trouvait terriblement émouvante. Mais évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravoure. Hein. Jelly Roll faisait la tête du type à qui on a volé tous ses cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un mécano allemand. Tu aurais dit qu'il y avait tout le coton de tous les nègres du monde là-dedans et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là. Ah, un truc à y laisser ton âme. Tout le monde se leva, ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'esquissa même pas un salut. Rien. On voyait qu'il en avait déjà plein les couilles de cette histoire. C'était à Novecento de jouer. Bon, ça partait mal déjà, hein, parce qu'en s'asseyant au piano, il avait 2 grosses larmes dans les yeux à cause du blues. Il était ému. Et ça se comprend. Mais la seule chose absurde, ce fut qu'avec toute cette musique qu'il avait dans la tête et dans les mains, qu'est-ce qu'il se met à jouer? Le blues qu'il venait d'entendre. Oh, c'était tellement beau. Mais il n'avait absolument pas la moindre idée de ce que c'est qu'un duel, mais pas la moindre. Et en plus, ce blues dans sa tête, ça s'était transformé en une succession d'accords très lents. À la suite les uns des autres. En procession. Un ennui mortel. Ce fut à ce moment-là que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Et maintenant, va te faire mettre, connard. Et il commença à jouer. Mais ce n'est pas à jouer le mot un jongleur, un acrobate.
Tout ce qu'il est possible de faire avec un clavier de 88 notes, il le fit à une vitesse hallucinante. Ah, c'était même plus de la musique, c'était de la prestidigitation. Oh, c'était de la magie, carrément. C'était extraordinaire, rien à dire. Extraordinaire. Les gens devinrent fous, ils criaient, ils applaudissaient. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Et dans tout ce boucan, je me retrouve avec Novecento qui me regardait. Il avait l'air le plus déçu du monde. Mais il est complètement con, ce type. Donne-moi une cigarette, tiens. Il a fallu un peu de temps dans la salle pour comprendre qu'il s'était assis. Et que si ça se trouve, il voulait peut-être même jouer. Et puis, je jetai un coup d'œil à Gérald qui était là-bas, debout au bar, en train de boire une coupe de champagne. Et il dit tout bas, « Tu l'auras voulu, pianiste de merde. » Puis il posa ma cigarette Éteinte. sur le bord du piano et il commença. Bon, le public avait là tout ça sans respirer En apnée, les yeux vissés sur le clavier, et la bouche ouverte. comme de parfaits imbéciles, Et ils restèrent là sans rien dire, complètement éberlués, même après cette dernière charge meurtrière d'accords. qui avaient l'air d'être joués à 50 mains. On aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano par-dessus le clavier et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger. Il s'écarta et la cigarette était allumée, je le jure, bel et bien allumée. Fume-la, toi. Moi, je ne sais pas fumer. Ce fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège. Et ce fut alors une apothéose de cris et d'applaudissements, je ne sais pas, mais on n'avait jamais vu ça. Tout le monde qui hurlait et qui voulait toucher Novecento, le bordel généralisé. On n'y comprenait plus rien. Et moi, je le voyais, Gérald Morton, au milieu de tout ça, qui cherchait quelle tête faire, sans la trouver, sans même savoir où poser ses yeux. Et à un moment, sa main de papillon se mit à trembler, mais à trembler vraiment, je la voyais trembler, je n'oublierai jamais. Elle tremblait tellement qu'à un moment, la cendre se détacha de la cigarette et tomba, d'abord sur le bel habit noir, et puis tout doucement sur le soulier de droite, un soulier verni, noir, brillant, cette cendre comme un crachat blanc. Et lui, il regardait ça, je m'en souviens encore. Il regarda le soulier, le vernis et la cendre, et il comprit ce qu'il y avait à comprendre. Et il tourna les talons, et marchant doucement, posant un pied après l'autre, si doucement que cette cendre ne bougea pas, il traversa la grande salle et disparut. Lui et ses souliers vernis, noirs, avec dessus ce crachat blanc qu'il avait. Et ce crachat voulait dire que quelqu'un avait gagné. Et ça n'était pas lui. Jelly Roll Morton passa le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. À côté à la rambarde, sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre dans son bel habit blanc, avec toutes ses valises, de belles valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement... Et au cul aussi, le jazz. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbonne, Santiago du Chili, Antilles, New York, Liverpool, New York, Hambourg, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, océan. Plein milieu. C'est là
à ce moment-là que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années, et tout à coup, sans que rien se soit passé, j'ai bien dit rien, hein, vlam, il tombe. Bah, ils sont là accrochés à leur clou, personne ne leur fait rien. Et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent comme des pierres, dans le silence le plus absolu, sans rien qui bouge autour, pas une mouche qui vole. Et eux, vlam. Bah, pourquoi à ce moment-là et pas un autre? On sait pas, vlam. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ah! Ça faisait des années qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs. Et puis finalement, ils se sont décidés pour une date, 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Maintenant, vlam! Ou alors, ils le savaient tous les deux depuis le début. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, alors t'oublies pas que dans 7 ans, je lâche tout? T'inquiète pas, pour moi c'est bon. Alors d'accord pour le 13 mai? D'accord. Vers 6 heures? Oh non, j'aimerais mieux 6 heures moins le quart. D'accord, allez, bonne nuit. Bonne nuit. 7 ans plus tard, 13 mai, 6 heures moins le quart. Flamme! Incompréhensible. C'est une de ces choses, il vaut mieux pas trop y penser, sinon tu deviens fou. Hein. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et tu dis je me tire, quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que t'es vieux, quand Novecento sur l'océan, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit à New York que dans 3 jours, je descends. Vlam. Un tableau, tu peux pas lui poser de questions. Hein. Mais Novecento aussi. Ben, je voulais comprendre pourquoi. Il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau et tout à coup, un jour, il descend comme si de rien n'était. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas. Mais c'est quoi? La mer. La mer? La mer. Oh, voyons. Mais ça fait 32 ans que tu la vois, la mer, Novecento. D'ici, moi, je veux la voir de là-bas. C'est pas pareil. Bon Dieu, mais j'avais l'impression de parler avec un môme. Ben d'accord, tu attends qu'on soit arrivé au port. Là, tu te penches et tu la regardes bien. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais qui t'a raconté ça? C'était un dénommé Baster qui lui avait raconté. Lynn Baster, un paysan. Un de ceux qui travaillent pendant 40 ans comme des mules et qui n'a jamais rien vu d'autre que son champ. Hein. Lui, il ne l'avait jamais vu, la mer. Et ça l'avait foudroyé sur place. Il disait, ouais, c'est comme un hurlement géant, mais qui s'arrêterait jamais de crier. Et ce qui crie, c'est « bande de cocus !» Mais la vie, c'est quelque chose d'immense. Vous allez comprendre ça, oui ou non? Immense! Danny Goodman, Titi Lemon, Novecento allait descendre du Virginian dans le port de New York, un jour de février. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Ce fut à la 3e marche qu'il s'arrêta brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde? Fini l'O'Connor, un Irlandais qui comprenait jamais rien à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur, toujours. Bah, il a peut-être oublié quelque chose.
Ouais, quoi donc? Est-ce que je sais? Oh, il a peut-être oublié pourquoi il descend, hein? Dis pas des conneries. Et pendant ce temps-là, Novecento immobile. Un pied sur la deuxième marche et un pied sur la troisième. Il resta comme ça une éternité. Il regardait devant lui, comme s'il cherchait quelque chose. Et puis il finit par faire une chose bizarre. Il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué. Ou une omelette bleue avec des ailes. Bon, il fit 2-3 volutes dans les airs, il tomba à la mer, il flottait. C'est un oiseau, évidemment, pas une omelette. Quand on a relevé la tête vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 marches en tournant le dos au monde, avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. Hé, t'as vu le nouveau pianiste, c'est arrivé? Ouais, et c'est le plus grand, paraît-il. Et je savais pas si j'étais triste ou bien heureux à en mourir. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite passerelle, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 autres traversées, Novecento resta un peu bizarre. Il parlait moins que d'habitude. Et puis un jour, il entra dans ma cabine et lentement, mais sans s'arrêter, toute une traite, il me dit « Merci pour le manteau. Il m'allait drôlement bien. Dommage, j'aurais eu une sacrée allure avec. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. C'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. Et je sais maintenant que ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à y jouer une musique absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes, et danser sur cette musique ce qui lui resterait d'années et ne plus jamais être malheureux. Moi, le Virginian, j'en suis descendu 21 août 1933. J'en suis pas descendu pour un jour, pour une semaine. Hein. J'en suis descendu pour toujours. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, cette vie-là. C'était une drôle de façon de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que j'arrivais pas à penser que ça pourrait durer toujours. Ben, si tu es marin, c'est différent. Ta place est sur la mer. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue de la trompette, ben, si tu joues de la trompette sur la mer, tu es un étranger et tu le seras toujours. Que tôt ou tard, tu rentres chez toi, c'est normal. Et autant que ce soit tôt, je me suis dit. Et autant que ce soit tôt, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle, et en plus pour toujours. Et il ne le dit pas. Et c'était mieux comme ça. Le dernier soir,
On était en train de jouer pour les habituels connards des premières. Et le moment de mon solo arriva. J'ai commencé donc à jouer. Et au bout de quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient derrière moi, tout bas, avec douceur. Mais il jouait avec moi. On continua comme ça tous les deux, et moi, bon Dieu, j'ai joué du mieux que je pouvais. Pas tout à fait Louis Armstrong, mais vraiment, je jouais bien. Avec Novecento derrière moi, qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. On a continué comme ça tous les deux pendant un petit bout de temps. Et les autres nous ont laissé faire. Ma trompette et son piano pour la dernière fois. À nous dire toutes les choses qu'on peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser. Ils ne s'étaient aperçus de rien. Ils ne pouvaient pas s'en apercevoir, ils ne connaissaient rien de tout ça. Ils continuaient à danser comme si de rien n'était. Peut-être qu'un type a juste dit à un autre c'est rigolo, t'as vu celui qui a la trompette il doit être sous ou alors il est ingrat, hein. Et regarde-le, celui qui a la trompette. Il joue et en même temps il pleure. Ce qui s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers, ça aussi. Ça a tout compliqué. On savait plus où on en était. Il fallait avoir un sacré cerveau pour s'y retrouver. Il fallait avoir des qualités que moi j'avais pas. Moi, je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point c'est inutile quand la guerre est là. Collé à tes basques. À ne pas vouloir te lâcher. Bref, pour ce qui est du Virginian et de Novecento, j'en ai plus entendu parler pendant des années. C'est pas que j'avais oublié, non. J'ai continué toujours à me souvenir de lui. Et je me demandais sans cesse, mais qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là? Qu'est-ce qu'il dirait? Au cul la guerre, il dirait. Mais quand c'est moi qui le disais, ça faisait pas pareil.
Bref, tout ça, c'était une histoire terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre de Neil O'Connor, cet Irlandais qui n'arrêtait jamais de plaisanter. Mais cette fois-ci, la lettre était sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant. Et il était dans un tel état à la fin qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth le peu d'équipage qui restait. Ils avaient bourré le bateau de dynamite. Et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum! On n'en parle plus. Il y avait un post-scriptum, il disait T'aurais pas $100, je te jure que je te les rendrais. Et encore après, il y avait un autre post-scriptum. Il disait Novecento n'est pas descendu. J'ai retourné cette lettre dans tous les sens pendant des jours. Et puis j'ai pris le train qui allait à Plymouth. Je suis allé jusqu'au port. J'ai cherché le Virginian. Je l'ai trouvé. J'ai donné un peu de fric au gardien qui était là. Je suis monté sur le bateau. Je l'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je suis descendu jusqu'à la salle des machines. Je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai ôté mon chapeau, je l'ai posé par terre et je suis resté là, en silence, sans savoir quoi dire, là, immobile, à le regarder, lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite aussi sous ses fesses, dynamite partout. Danny Boudman, Titi Lemon Novecento. À croire qu'il le savait que j'allais venir. Comme il savait toujours les notes que tu allais jouer. Avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait de l'extérieur. Dieu sait comment elle était la nuit. Les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu, lui. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu, il allait sauter avec le reste au beau milieu de la mer. Le grand final, avec les gens qui regardent sur le bout du quai ou sur le rivage. Le grand feu d'artifice. Adieu tout le monde, le rideau tombe. Des flammes, de la fumée. Et une grande vague à la fin. Danny Pullman, Titi Lemon. Novecento. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix. Juste une voix. Adagio. Qui parle. Toute cette ville, on n'en voyait même pas la fin. Hep, la fin, s'il vous plaît, on pourrait voir la fin. Et ce bruit. Ah, sur cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça. Et moi, j'étais grand avec ce manteau, j'avais une sacrée allure. Et bien sûr, j'allais descendre, c'était garanti, sans problème, avec mon chapeau bleu. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche,
deuxième. Ça n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté, mon frère. C'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça? C'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout sauf... Il y avait tout, mais de fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça, la fin du monde. Et imagine maintenant un piano. Les touches sont un début et les touches sont une fin. Tu sais qu'il y en a 88, personne ne peut te dire le contraire. Elles ne sont pas infinies, elles. Toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards de touches, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elle ne finit jamais. Et ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier-là est infini alors? Sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui joue. Et non, Achia, tu les as seulement vus, ces rues? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites, vous, là-bas, pour en choisir une? Pour choisir une femme, une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir. Tout ce monde-là collé à toi et tu ne sais pas où il finit, jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette immensité? Rien que d'y penser. D'y vivre? Moi, je suis né sur ce bateau. Mais il n'y avait que 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris, moi. La terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage, une femme trop belle. Une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière. S'il vous plaît. Et maintenant, essaye de comprendre, mon frère. Essaye de comprendre si tu peux. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau, pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie, marche après marche. Et chaque marche était un désir. À chaque pas, un désir auquel je disais adieu. Mais ce n'est pas de la folie, mon frère. La folie, ça n'a rien à voir. On n'est pas fou quand on trouve un système qui vous sauve. On est rusé comme l'animal qui a faim. C'est le génie, ça, la géométrie. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais j'y suis pas arrivé. Alors, je les ai ensorcelés. Et je les ai laissés l'un après l'autre derrière moi. De la géométrie. Un travail parfait. Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une femme. Une. La peau transparente, des mains sans un seul bijou, des jambes fines. Elle balançait sa tête au son de ma musique, sans sourire,
sans baisser les yeux jamais. Une nuit entière. Et quand elle se leva, ce ne fut pas elle qui sortit de ma vie. Ce furent toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir, assis auprès de lui pendant des jours entiers, sans rien perdre de ce spectacle effroyablement beau. Je voulais être la dernière vision qu'il aurait au monde. Et quand il est parti en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que j'ai jamais eus. La terre qui était la mienne quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du nord et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes autour, la rivière qui descend tout doucement, la neige l'hiver, les loups la nuit. Et quand cet homme a eu fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que j'ai désiré avoir, je les ai ensorcelés en jouant pour toi et avec toi ce soir-là. Et dans l'expression de ton visage, dans tes yeux, je les ai vus tous, mes amis bien-aimés. Quand tu es parti, ils s'en sont allés avec toi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique. Le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière en une seule note. Et j'ai dit adieu à la joie en l'ensorcelant elle aussi quand je t'ai vu entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère, c'est de la géométrie, un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur, j'ai désenfilé mes désirs de ma vie. Si tu pouvais remonter ma route, tu les retrouverais les uns après les autres, ensorcelés, immobiles, arrêtés là pour toujours. Jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Ah, je vois déjà la scène à l'arrivée là-haut, avec le type qui cherche mon nom sur la liste. Comment avez-vous dit que vous appeliez Novacento, Nojinski, Notar Barbolo, Novalis, Novak. Non mais, c'est parce que je suis né sur un bateau. Plaît-il? Je suis né sur un bateau et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part. Naufrage? Ah non, non, non. Sauter en l'air, 6 quintaux et demi de dynamite, boum. Ah. Et tout va bien maintenant. Ah oui, oui, tout va très bien. Enfin, à part cette histoire de bras. Un bras qui a disparu. Mais on m'a assuré que... Il vous manque un bras? Bah oui, vous savez, avec l'explosion. Oh, on doit bien en avoir un ou deux par là. C'est lequel? Le gauche. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien peur qu'on n'en ait que 2 droits, vous savez. 2 bras droits? La poisse! Toute une éternité là-haut au paradis avec 2 mains droites. Bien sûr, mais quand même. Tu imagines cette musique? Avec ces 2 mains-là, 2 mains droites. 2. Bah, évidemment, à condition qu'il y ait un piano. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi de là et va-t'en.
C'est fini. C'est fini pour de bon cette fois.